Et je suis ravie d'être là avec toi, Liv, et avec vous tous. Et merci de votre présence. Comme ça, je te passe la parole. Bah, on s'est dit que pour introduire nos webinaires, il va falloir que tout le monde coupe, si c'est possible, pendant le temps qu'on va parler avec Jennifer, que si vous pouvez couper, parce que évidemment, comme je ne suis pas l'administrateur, je ne peux pas vous couper la chic. Vous êtes obligé de le faire indépendamment, donc si vous pouvez couper vos micros, comme ça nous évitera les bruits parasites. Merci beaucoup. Donc, oui, je disais, puisque en plus il y a des gens qui nous rejoignent et qui ne sont pas les habitués de la petite communauté des trois principes francophones, c'est juste rappeler que ces webinaires, donc on les met sous l'égide de ce qu'on appelle les trois principes. Les trois principes, très très brièvement, donc c'est une, disons, modélisation qui a été faite par un mystique écossais qui n'était pas mystique avant d'avoir une sorte de révélation au début des années 70, qui s'appelle Sydney Banks, et qui a eu cette sorte de révélation qui lui a donné accès à une compréhension de la psychologie humaine assez inédite, même si cette compréhension, elle est dans le droit fil de nombreux... de nombreuses traditions spirituelles depuis l'origine de l'humanité. Et donc les trois principes, c'est le principe de l'esprit ou le principe de vie, si on suit la traduction d'Isabelle, qui est ici et qui a fait le seul livre en français qui pour l'instant traite des trois principes. Très beau livre qui s'appelle « Et si la fontaine du bonheur trouvait sa source en nous ». Et donc les trois principes, c'est le principe de vie étant l'énergie qui est la source, ce qu'on appelle la source du simple fait que nous soyons là, vivants, c'est la source vraiment de la vie. Et ensuite, il y a le principe de la conscience, qui est cette espèce de lumière qui éclaire notre expérience. Dans la métaphore du projecteur, c'est la lampe du projecteur. Peut-être on en reparlera dans ce webinaire. Et puis, il y a le principe de pensée. Qu'est-ce que c'est les pensées ? C'est ce que vous êtes en train de faire tout de suite. Vous êtes comme moi en train de penser, je suis en train de penser à ce que je vais dire, et vous écoutez, et peut-être vous avez d'autres pensées qui viennent, et peut-être vous avez ces voix intérieures qui commentent, et aujourd'hui, le sujet c'est le critique intérieur, et on va essayer de voir comment est-ce que le critique intérieur, il peut être éclairé par cette conception des trois principes. Et je ne sais pas si toi tu as un critique intérieur, Jennifer, mais moi, avant de comprendre, avant d'abord de connaître, de découvrir les trois principes, mon critique intérieur, c'était vraiment mon compagnon quotidien. C'était cette petite voix, mais parfois c'est plusieurs voix en plus, qui vient souvent a posteriori quand on vient de faire quelque chose, nous dire « Mais qu'est-ce que tu as fait là ? Mais pourquoi tu as fait ça ? Et pourquoi tu l'as fait comme ça ? Puis c'est ridicule. Mais tu te rends compte que tu t'es rendu absolument ridicule devant tout le monde. Et puis pourquoi t'as vu, t'as bafouillé, là, tu trouvais pas tes mots, etc. etc., etc. » Cette espèce de machine dont on ne sait pas très bien d'où elle vient et pourquoi est-ce qu'elle nous voudrait du mal, parce qu'elle a vraiment l'air d'être installée à l'intérieur. Alors soit là, soit on ne sait pas tellement où. Et ce critique intérieur, moi, je pense qu'il s'est vraiment créé dans l'enfance et qu'il est l'écho de toutes les voix qu'enfant j'ai entendues et que j'ai prises pour étant la vérité. Et souvent, alors ça commence par les parents, et puis c'est l'entourage, et puis c'est les professeurs à l'école, c'est tout ce qu'on entend. Pour l'anecdote, moi, je me rappelle d'une chose qui a vraiment énormément construit mon critique intérieur, c'est que mes parents ont toujours projeté sur moi que j'étais quelqu'un d'intelligent, mais que j'étais extrêmement paresseux. Et que j'avais un poil dans la main qui me servait de canne. C'était ça leur image. Et ça, je l'ai traîné pendant... J'étais toujours là à me dire... si quelque chose ne marchait pas dans ma vie, c'est parce que je suis paresseux, c'est parce que j'ai pas assez travaillé, c'est parce que je me suis pas suffisamment concentré, j'ai pas assez... Et je m'infligeais cette voix punitive a posteriori, en ayant l'impression que cette voix avait raison. Est-ce que toi, Jennifer, parce que essayons de l'envisager comme un dialogue, comment est-ce que toi, tu aurais décrit
ce critique intérieur dans ton expérience? On ne t'entend pas, il faut que tu te démutes. Oui. Plusieurs choses. Pour parler personnel, je peux vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 40 ans. Quand j'étais fille au père à Paris, j'ai passé 3 mois en mode silencieuse. Parce que j'avais tellement honte de mon accent ou de me tromper. En fait, je me sentais jugée, mais ça aussi, c'était une imagination. C'était mon imagination. Je me sentais jugée de l'extérieur, mais je me jugeais encore davantage. Donc ça, c'est une expérience. Et puis, oui, donc je te renvoie la balle, je te renvoie l'ascenseur pour que tu nous racontes une anecdote peut-être. Moi, je peux raconter comment est-ce que ce critique intérieur, il a commencé à être un peu ébranlé. Parce que ce critique intérieur, on s'en rend pas compte, mais je crois que c'est une anecdote que j'ai racontée dans mon podcast, ça. Mais c'est que ce critique intérieur, à un moment, il devient aussi un critique extérieur, c'est-à-dire il est nourri à la même source. Je me souviens, dans mon enfance, j'étais très sensible à ce que les adultes disaient, et souvent j'étais dans des groupes d'adultes, et j'entendais les adultes qui se critiquaient les uns les autres. Alors c'était amusant parce que, enfin amusant, je sais pas, mais j'ai été élevé dans une famille assez religieuse, et on allait à la messe tous les dimanches, et je pense que l'un des endroits où j'entendais le plus de critiques, c'était à la sortie de la messe, les gens qui parlaient et qui disaient des choses sur les autres, et qui parlaient des autres, et souvent, alors ça traitait de politique, ou alors ça parlait de... Et ce critique intérieur que j'avais entendait les gens se critiquer les uns les autres, et du coup, il intégrait le fait qu'il y avait des attitudes qu'il ne fallait pas avoir, parce que sinon, on allait être jugé par les gens. Et il a commencé à être ébranlé, ce critique, par mes enfants, notamment par mon fils, qui a souffert assez jeune de troubles, on peut dire de troubles de santé mentale, disons de troubles dépressifs assez profonds, et qui avait une grande acuité, qui écoutait beaucoup ce que je disais. Et j'ai partagé dans le podcast une chose qui m'est arrivée, c'est que à l'âge, il avait l'âge de passer son permis de conduire, mon fils Jérémy, et il m'a dit, je lui dis, il me disait, j'arrive pas à passer le code, j'y arriverai jamais, de toute façon, je suis trop bête. C'était son critique intérieur qui disait ça, il était trop bête. Et je lui ai dit, mais enfin, voyons, le code, n'importe qui est capable de le passer. J'ai peut-être même dit n'importe quel abruti est capable de le passer, parce que j'avais cette manière de parler aussi, un peu de pas me rendre compte, en fait, que j'arrêtais pas moi aussi de juger. Non seulement je me jugeais, mais je jugeais les gens autour. Et il m'a répondu, mais toi, papa, t'arrêtes pas de dire que t'es nul et que t'y arrives pas. Et je me suis aperçu que ce critique intérieur, il faisait pas seulement du mal à moi, mais il faisait aussi du mal aux gens autour de moi, et aux gens que j'aimais le plus, en l'occurrence mes enfants. Ça a été un premier signal pour moi, ça, tu vois. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? C'est très beau. Je me suis rendu compte aussi cette semaine qu'une grande partie de ce critique intérieur est inconscient. Et qu'il y a, oui, souvent des voix qui parlent, mais moi, je l'ai vécu aussi un peu plus tard dans mon histoire de femme. J'étais peut-être jeune mariée et je travaillais dans la publicité à Paris. J'étais freelance.
Je faisais des dessins. À l'époque, je faisais le boulot de roughman. Et c'était un travail de pigiste où on travaillait en charrette. Et mon mari était jeune avocat à l'époque et lui, il travaillait de jour et moi, je travaillais de nuit dans le même petit studio. Et le week-end, on partait en Normandie, dans un lieu absolument d'un conte de fées, un palais de conte de fées. Mais le week-end, j'arrivais pour me détendre et en fait, j'avais des douleurs atroces qui me prenaient à l'estomac. Et mon ventre gonflait. Et il n'y avait pas vraiment d'explication physique à ces douleurs. Et j'en ai souffert plusieurs fois. Et ces douleurs, ces crises ont fini par passer, ont fini par disparaître. Mais quand j'y pense maintenant, je me rends compte que ce qui se passait dans ma tête n'était pas conscient. Et tu penses que ces douleurs venaient du critique intérieur? Parce que c'était lié à la circonstance? Mais j'ai connu quelqu'un d'autre qui a su faire de la même chose. Et lui, c'était dans une famille d'amis en Afrique du Sud. Lui, ça lui arrivait aussi le week-end quand il partait dans sa belle famille pour se détendre. Mais en fait, c'était un stress. Il se stressait. Il se stressait. Et c'est ce critique intérieur que je pense être coupable de ça. De lui stresser. Et moi, je me suis rendu compte aussi que l'une des premières choses dont je me souviens à laquelle j'ai été confronté enfant, c'était la timidité. La timidité, c'est-à-dire la chose qui te paralyse absolument pour aller au contact des autres. Et cette timidité, évidemment, elle était le résultat du critique intérieur. Parce que cette timidité, elle disait « je ne suis pas capable d'être en relation avec quelqu'un. Je ne suis pas capable de trouver les mots pour être intéressant vis-à-vis de quelqu'un. Je ne suis pas capable... » Il y avait une peur de l'autre, mais il y avait aussi cette incapacité, c'est-à-dire ce bombardement de « je ne suis pas aimable, je ne peux pas être quelqu'un... Je vais faire peur aux gens, ils ne vont pas comprendre ce que je vais leur dire parce que je ne suis pas capable de m'exprimer. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai intégré vraiment enfant. Et avant qu'on ouvre la parole, et peut-être toi, que tu partages comment tu t'es débarrassé de ce critique intérieur, c'est vraiment ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à comprendre qui j'étais. Et qui j'étais, je l'ai compris j'ai commencé à le comprendre à travers les 3 principes. C'est-à-dire cette idée que, en fait, les 3 principes, ça dit, tu crées la réalité, tu crées ta réalité avec tes pensées. Si tu penses que tu n'es pas capable de parler à quelqu'un, ça va être ta réalité. Tu ne vas pas être capable de parler avec quelqu'un. Et c'est pas du tout la méthode Coué, parce que c'est très difficile de penser autrement que ce qu'on pense. On n'a pas vraiment la volonté. Mais le fait de voir, à un moment, entendre quelqu'un qui me dit ça, entendre une voix qui me dit « Tu sais, ta réalité, c'est pas l'extérieur, c'est pas toi, c'est pas l'expérience que tu vis à cause de ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce que tu penses de ce qui se passe à l'extérieur qui fait que ça crée cette réalité à l'intérieur de toi. » Et le simple fait de savoir ça n'a pas résolu ma timidité comme ça. Je me suis juste dit « Ah, merde, c'est peut-être vrai en fait. En fait, c'est pas les gens, ils n'ont pas peur de moi, c'est parce que je pense qu'ils ont peur de moi, que je vis le fait que les gens ont peur de moi. Mais en réalité, c'est peut-être pas ça qui se passe. » Et c'est ça qui m'a donné le premier signe. Ça a pris du temps après. Jusqu'au moment où
voilà, c'est fini, c'est terminé. Je ne fais plus du tout cette expérience du critique intérieur. Et ce critique intérieur, je vois à distance de temps qu'en fait, c'était une part de moi qui essayait de me protéger, mais qui devenait presque mon ennemi sans le vouloir, avec la meilleure volonté du monde. Mais maintenant, on est copains. On est amis. Et quand je l'entends, je lui dis oui, viens, je t'emmène, viens. Mais on va y aller quand même. C'est pas grave. Bon, ben, c'est super. Parce que moi, de mon côté, je ne me suis absolument pas débarrassée de ce critique intérieur. Et la preuve récente, c'est par exemple quand on nous demandait des volontaires pour parler à Londres dans le 3P UK conférence. Je me suis pas proposée. Loin de là, parce que je suis constamment en face de cette idée qu'il faut être à la hauteur et que je ne le suis pas. Et ce qui était merveilleux dans la conférence où j'étais participante quand même en coulisses, c'était juste une conversation et tout le monde est capable de voilà, donc non, je ne suis pas débarrassée, loin de là, et j'ai plein de choses à dire, mais j'aimerais vraiment ouvrir aux autres et avoir d'autres histoires pour nous aider à y voir clair ensemble. Oui, parce que c'est le principe de ces webinaires. Et maintenant, j'aimerais bien effectivement que vous osiez lever la main. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser, puisqu'on est sur Zoom, vous avez en bas, là, normalement, vous avez votre menu avec réaction. Et si vous cliquez sur réaction, vous avez levé la main et c'est vraiment le meilleur moyen pour prendre la parole. Et on vous la passe dès qu'on voit votre petite main levée. Et Jennifer, je vois quand même que tu animes cette conférence, ce webinaire avec moi, donc tu as quand même progressé sur la voie du... Le critique intérieur ne t'empêche pas de le faire. Alors, qu'est-ce qui a levé la main? C'est Antoine. Donc Antoine, tu peux te démuter et prendre la parole. Ouais, alors, évidemment, il y a tellement de choses à dire là-dessus. La première chose que je veux dire, je trouve que c'est assez intéressant que l'un et l'autre, en fait, vous remontez à votre enfance. Et je pense que beaucoup de choses se jouent à ce niveau-là. Et maintenant aussi, peut-être ce que je trouve génial aussi avec les 3P, c'est que dans le coaching classique que moi j'ai appris, en fait, on essayait en fait de faire bouger une croyance, c'est-à-dire voilà quel est l'avantage d'être critique, etc. Enfin bref. Et dans les 3P, en fait, on va prendre conscience en fait que c'est une pensée en fait, et on va même pas entrer là-dedans. Donc ça déjà c'est le premier truc que je trouve génial. Après, deuxième chose avec laquelle je voulais partager, et justement ça revient un petit peu à cette idée que beaucoup de choses se jouent dans l'enfance, donc on va construire en fait en réaction à l'environnement dans lequel on grandit, on va mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de survivre, et des systèmes qui au monde d'enfance sont très utiles, et puis après en étant adulte sont beaucoup moins utiles, et même voilà, toi Elif, tu l'as dit, il t'a fallu des années pour t'en débarrasser. Mais à mon avis il y a aussi une limite que moi maintenant je vis avec une cliente, c'est lorsqu'il y a vraiment des traumatismes qui sont longs et répétés. Par exemple, si je grandis dans un milieu qui est extrêmement, qui me dénigre systématiquement à longueur de journée, là, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est vraiment le corps qui va, c'est comme une empreinte, il parle d'empreinte somatique.
C'est-à-dire que quand tu es adulte, d'un coup, tu te retrouves dans un meeting où quelqu'un te dénigre, et ben en fait, tout d'un coup, tu vas ressentir une boule au bide et tu sais pas d'où ça vient, quoi. Et c'est en fait, c'est une mémoire du corps. Et là, à mon avis, on est à la limite. Parce que là, donc, c'est plus d'ordre des pensées, quoi. C'est vraiment, c'est le corps qui me met comme ça dans cet état de stress. Et la seule chose que je peux faire, c'est finalement respirer ou essayer de me rendre compte qu'en fait la réaction corporelle que je viens n'est pas adéquate ou est complètement pas en accord avec ce qui se passe réellement. Et ouais, donc ce que je veux dire par là, c'est que cette critique intérieure, selon ce qui s'est passé dans l'enfance, elle peut être vraiment somatique, c'est-à-dire venir du corps, quoi. C'est-à-dire et là c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et qu'est-ce que tu dis à tes clients ou aux gens qui sont face à ce problème? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Non, je ne sais pas trop donner de conseils, quoi. Non, déjà, là, ce qui était vraiment ce qui l'a beaucoup aidé, c'est déjà que je lui ai expliqué, en fait, ces différents types de traumas. Donc, un trauma simple, je crois qu'il parle de trauma développemental, il parle de ça. Et puis aussi de lui dire, en fait, que, voilà, finalement, c'est les systèmes qu'elle a mis en place quand elle avait, je sais pas moi, de 6 ans à 12 ans pour survivre. Et puis quelque part, il y a quelque chose de beau là-dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est fait partie d'elle. Alors bien, c'est un historique qui est lourd à porter, etc. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en lui expliquant vraiment les choses, ça l'a déjà pas mal aidé. Puis après, c'est simplement, là, c'est des techniques vraiment de base pour... revenir, quand j'ai une angoisse, une peur comme ça qui arrive, comment je fais pour alors, par la respiration, par le toucher, là, c'est les techniques classiques, quoi. Mais là, ce qui s'est passé, c'est en lui expliquant déjà les choses, ça l'a aidé. Mais après, ça prend du temps, hein. Ça, c'est vraiment... là, c'est pas l'insight comme ça d'un jour, quoi. Vu que ça passe par le corps, c'est plus compliqué. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager? Merci Antoine. Merci Antoine. Xavier. Bonjour à tous, je suis nouveau. C'est la première fois que j'assiste à ce type de webinaire. Moi, il y avait 2 choses qui me viennent vraiment en tête assez rapidement. C'est le syndrome de l'imposteur. Et aussi la légitimité à être dans la situation dans laquelle on vit. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec ma fille et un article que j'avais lu aussi sur l'état des maths en France. On dit souvent les gens ne sont pas bons en maths, mais souvent parce qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas bons. Parce que et ça revient exactement à ce que disait Antoine sur la petite enfance et effectivement quand on se construit. Mais ce syndrome de l'imposteur, pour moi, est quelque chose qui m'est apparu évident quand ça s'est concrétisé chez ma fille, alors que j'ai toujours réalisé que j'étais dans cet état-là. Et effectivement, comme Jennifer, j'en suis pas sorti. Donc, les 3 principes, effectivement, peuvent aider énormément là-dessus, sur l'histoire qu'on se raconte, les étiquettes qu'on se met. Et entre le dire et le faire, je pense qu'il y a encore un gap. Merci Xavier. Je vais te répondre quelque chose avant de passer la parole à Isabelle. Le truc que les 3 principes m'ont apporté, c'est vraiment... C'est drôle parce que j'étais avant-hier avec quelqu'un qui fait partie de cette communauté qui s'appelle Fatou Diop. Elle a même animé un webinaire au début de cette année, au printemps, sur la performance, parce que c'est une ancienne sportive. Et Fatou me disait, pour moi, les 3 principes, c'est un mode d'emploi, en fait. C'est parce que j'avais pas le mode d'emploi de la vie, et les 3 principes viennent m'apporter le mode d'emploi de la vie. Et du coup, je sais mieux m'en servir. C'est exactement comme une voiture, quand on te mettrait une voiture entre les mains en te disant rien du tout de comment elle marche, au bout d'un moment, tu t'arrêterais parce que tu sais même pas qu'il faut mettre du carburant dans le réservoir.
Et c'est vraiment utile de savoir que il faut mettre du carburant dans le réservoir. Et puis c'est utile de savoir à quoi servent les différents composants de la voiture, sans forcément être un technicien, parce que comme toutes les métaphores, il y a des limites aux métaphores. Mais c'est vraiment ça qui, moi, a changé complètement mon rapport à l'existence et à l'expérience que je faisais. C'est cette idée que, effectivement, c'est avec la pensée que je crée ma réalité. Et que par rapport, par exemple, au syndrome de l'imposteur, qui est un truc que j'ai vécu... Moi, je suis autodidacte en tout. Je suis autodidacte en particulier dans mon métier de réalisateur. Le syndrome de l'imposteur, moi, ça faisait partie de ma vie. C'est-à-dire, à chaque fois que j'arrivais sur un plateau et que je disais des choses à des comédiens ou à une équipe, je me disais, mais je ne sais pas faire ça. J'ai vu d'autres qui le faisaient, mais je n'ai pas suffisamment vu, je n'ai pas fait d'école, etc., etc. Mais en fait, j'y arrivais. Et dernière petite anecdote que je voulais donner, je ne sais pas si est-ce qu'elle est là, Nicole? Oui, elle est là. Je me demande si ce n'est pas toi qui m'as partagé ça. J'aimerais bien que tu nous parles du syndrome de la légitimité. J'aimerais bien que tu nous parles de la légitimité, Nicole. Parce que cette question de la légitimité, quand moi j'ai des conversations avec des gens que j'appelle mes clients ou les gens avec qui j'ai des conversations, parfois il y a des professionnels de santé qui sont dans la santé depuis 40 ans. Et moi je suis réalisateur de films et j'ai découvert les 3 principes il y a 5 ans. C'est quoi ma légitimité pour parler à ces gens-là, pour essayer de leur ouvrir zéro. Face surtout à un professionnel de santé, qui plus est des gens qui travaillent en psychologie par exemple. Et en fait, encore une fois, quand on découvre que c'est nos pensées qui fabriquent ça. Et alors après, on peut tirer la pelote. On peut tirer la pelote. C'est quoi être formé? C'est quoi faire une école? Évidemment, on apprend des choses. Évidemment, c'est très important. Mais moi, c'est pas parce que j'ai pas fait d'école que j'ai pas pu devenir réalisateur. Alors évidemment, je serais pas devenu chirurgien. Ça, c'est sûr. On ne devient pas chirurgien si on n'est pas formé. Et il y a des tas de contre-exemples. Mais le syndrome de l'imposteur lui-même, c'est une pensée. Et en général, c'est une pensée qu'on a quand on est en train de faire quelque chose et qu'on sait le faire, mais qu'on croit qu'on ne sait pas le faire parce qu'on a la pensée, on ne sait pas le faire. Isabelle, à ton tour. J'adore tout ce que vous dites et c'est tellement riche que depuis un petit moment, ça fuse dans tous les sens dans mon cerveau. Mais je vais rebondir sur un mot qu'a dit Antoine et qui m'a touchée quand il a dit, suivant la répétition du traumatisme et l'intensité et la durée, c'est vraiment engrammé dans le corps. Et après, tu as parlé de la mémoire du corps. Et pour moi, le mot mémoire est lié au souvenir. C'est une pensée qu'on a eue dans le passé et qui revient nous titiller, pas de façon très agréable, et qui nous rappelle quelque chose qui n'existe plus parce qu'on n'est que dans le moment présent. Le passé n'a aucune substance, c'est un souvenir. Ça peut être gravé dans ma mémoire, mais c'est rien de plus. Ça n'a pas de substance. Quoi que j'ai pu vivre comme traumatisme dans mon passé, il n'y a rien, aucune trace dans le présent, si ce n'est le souvenir qui, sous forme de pensée, recrée le sentiment. Et moi, je me suis rendu compte de ce critique intérieur. J'adore faire la cuisine et j'adore manger. Et donc, j'ai beaucoup de principes en gastronomie. Si on cuit à l'huile, au beurre, on fait cuire du beurre ou pas, on l'utilise, enfin bon. Et là, j'avais un critique, autant intérieur qu'extérieur, qui était vraiment très, très présent. Et j'ai réalisé dans ce contexte-là que j'avais une façon de voir la gastronomie comme il y a une façon de faire, la bonne, tout le reste, c'est une erreur. Donc forcément, avec cette façon de penser, il y avait beaucoup plus d'erreurs que de justesse. Et donc le critique était très puissant et revenait sans cesse.
Et ce qui, moi, m'a attiré mon attention, c'est que quand le critique intérieur prend la parole, il y a un sentiment d'être pris en otage. Où là, tout d'un coup, on me dit, c'est plus moi, je suis vraiment prise en otage, jugée, condamnée, emprisonnée dans mon passé. Et qu'à chaque fois que le sentiment est suffisamment désagréable, voire insoutenable, c'est comme si je faisais sauter les verrous. Et dans ce cas-là, je me rends compte, je suis pas là maintenant dans le présent avec vous. Je pense à ce que j'ai dit hier et ce que j'aurais pu dire avant-hier et la bêtise que j'ai faite avant-hier. Et je m'aperçois que je me prive de la richesse de tout ce qu'on peut voir. Qu'en fait, pour moi, le critique intérieur, c'est comme s'il disait, voilà, la seule couleur de vrai, c'est le bleu. Toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel, c'est des erreurs. Mais à chaque fois que je vois que je suis prise en otage par mon critique intérieur, je m'autorise le fait d'apprécier toute la multiplicité des réactions humaines, de nos expériences et le plaisir du partage. Et mon expérience, et là je parle que de mon expérience avec des clients, c'est même dans des cas de traumatisme qui étaient jugés par eux assez lourds, vu qu'il y avait des thérapies sur plusieurs années. Quand ils ont vu, et au moment où ils ont vu que la seule chose qui les retenait liée à ces traumatismes du passé, c'était un souvenir, une mémoire, dont le ressenti était dans le corps, et ben c'est comme quand on allume la lumière. On a pu être dans le noir pendant 10 ans, allumer la lumière, ça prend une fraction de seconde et on n'est plus dans l'obscurité. Donc, c'est pas une leçon, c'est pas une croyance, c'est un partage d'une simple expérience à prendre comme telle. Et j'avais juste envie de vous le partager. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Je vois Jasmine qui est arrivée. Jasmine, tu es arrivée avec le bon compte. Est-ce que tu peux... Non, t'es sur ton compte à toi, tu peux pas. Eh voilà, c'est bon, c'est ça. Donc on aura au moins la deuxième partie avec nos images. On n'entend pas. Ah merde. Tout ce temps-là que tu parlais. Pardon. Comment est-ce que je suis vraiment stupide en fait? Quel idiot! Comment c'est possible que je n'ai pas allumé mon micro? Mon critique intérieur est en train de me parler. Non, je suis content que tu aies lancé l'enregistrement. J'enregistrerai au niveau audio depuis le début parce que on n'avait pas réussi à lancer ça vu qu'on n'était pas connecté avec le bon compte. Donc, merci d'être arrivé dans cette conversation, Jasmine. Nicole avait levé la main et puis elle a baissé la main et elle l'a relevée. Ouais. Nicole, c'est à toi. Maintenant que j'ai trouvé où ça se fait, je m'amuse avec. Donc, tu m'as invité à prendre la parole. Donc, voilà, juste partager une petite réflexion par rapport à ce que j'ai entendu là. Ce qui me semble, quand ce critique s'exprime, et que c'est par le corps qu'il s'exprime, mais en fait, qu'on ne sait pas encore que c'est le critique, c'est là le moment le plus délicat dès lors qu'on a identifié que c'est une part de nous qui s'appelle le critique intérieur. Déjà, on peut entamer une conversation avec lui et voir qu'en fait, il est fait de pensée qui repose sur quelque chose, effectivement, qui s'est créé dans le passé. Et une autre réflexion qui m'a traversée, c'est qu'en fait, même toutes ces parts de nous qui s'activent, on voit qu'on a toutes les mêmes, on a tous les mêmes. C'est quelque part que ça nous appartient pas, c'est quelque chose qui est et qui vient se manifester en nous. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est un côté positif aussi parce que c'est quelque chose qui est là et qui a un regard sur notre comportement. Et quelque part,
une manifestation de la conscience qui peut-être a une manière de s'exprimer, enfin je cherche mes mots hein, en parlant, une manière de s'exprimer qui est entachée, imprégnée du vécu, puisque par résonance, ça va habiter, enfin réveiller une blessure ou quelque chose qui s'est construit par rapport à une blessure du passé. Mais je dirais même ce critique, il a quelque chose d'utile pour nous. Il a, à un moment donné, certainement aussi été utile pour nous. Et l'idée, c'est peut-être de se réconcilier avec et aussi, effectivement, de voir que ce pourquoi il est apparu n'existe plus aujourd'hui. Et c'est là que, quand c'est des choses très douloureuses qui se sont répétées, etc., dans le travail, c'est d'amener tout doucement la personne à prendre conscience que c'est une histoire du passé. Mais alors, je ne sais pas si on est obligé, hein, c'est une question que beaucoup de thérapeutes se posent, si on est obligé de prendre conscience de l'histoire réelle qui s'est passée, parce que j'ai l'impression qu'il y a des fois des choses qui se résolvent sans qu'on ait vraiment réveillé cette histoire. Mais en tout cas, quand ça se fait, quand on arrive à prendre conscience que ce qui se passe là maintenant tout de suite, c'est en rapport et c'est complètement lié à quelque chose qui s'est passé il y a super longtemps et qu'aujourd'hui, c'est juste l'attachement ou alors notre organisation interne qui fait que on réagit comme ça. C'est parce qu'on s'est organisé en fonction de ça. Et à un moment donné, prendre conscience que bah oui, c'est une part de nous. Et puis ben j'en ai plus vraiment besoin parce que l'histoire elle est loin derrière. Mais du coup, comment est-ce que je me réorganise sans ça? Et il y a en fait une résistance inconsciente aussi qui se met en place et qui rend difficile parfois le fait de juste dire bah oui, c'est une pensée euh, et en fait je n'en ai pas besoin aujourd'hui de cette réaction-là. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais j'ai essayé Si, d'exprimer. je crois. Merci, Nicole. Euh, est-ce que ça, est-ce que ça vous suggère des réactions, les Ouais, autres? moi, ah bon, je ne veux pas toujours parler, quoi. Vas-y, Ouais, vas-y. alors moi, ce que tu dis, Nicole, totalement. Parce qu'en fait, c'est ce que je me disais, la même chose. Je me disais, en fait, finalement, le syndrome de l'imposteur, c'est souvent, c'est un problème parce qu'on le perçoit comme un problème. Mais le fait de ne pas savoir, ça a beaucoup d'avantages. Ça te met dans un mode, tu es plus curieux, tu es plus modeste, tu es dans un état d'esprit, j'explore. Franchement, on a tous vécu ça. Le mec qui sait tout et c'est imbuvable, quoi, je veux dire. Donc, finalement, c'est un peu comme le stress, quand on dit, quand on est capable de voir que le stress est ton ami et que finalement, bah, c'est une réaction du corps qui permet de mobiliser tes ressources encore plus, et ben, du coup, le stress devient plus quelque chose de pénalisant, mais au contraire, et je pense que le fait de ne pas savoir et d'être OK avec ça, ben, de se dire, bon, ben, ça m'aide quelque part. Et moi, je crois vraiment, comme tu disais, Nicole, que ça a du bon, ça a beaucoup de bon, quoi, des fois de ne pas savoir. Puis après aussi, la chose auquel je pensais, je ne sais pas si vous connaissez cette expression qui dit, nous, on l'utilisait beaucoup en informatique, tu deviens pas gourou, tu décides à un moment que tu es gourou. C'est-à-dire, ou bien l'autre analogie, c'est aussi quand tu veux, tu es dans une boîte et puis tu aimerais, mettons, accéder à un poste supérieur, on donne souvent le conseil de dire, ben, écoute, tu vas te comporter comme si tu étais déjà, cet expert. Donc, tu vas t'exprimer différemment, tu vas poser des questions différentes, tu vas écrire tes emails différents. Et en fait, ça n'a rien à voir avec avec les compétences. C'est juste que tu te perçois différemment. Tu te perçois, ben voilà, je suis réalisateur. Et puis du coup, ben voilà, tu poses des questions de réalisateur, tu te comportes comme un réalisateur, etc., etc. Donc c'est intéressant de voir que finalement, ça n'a rien à voir avec les compétences. C'est juste une histoire de comment je me perçois, quoi.
C'est exactement ça. Vas-y, Nicole, si tu veux réagir. Oui, hein, c'est tout à fait ça. J'étais en train de me dire que tu m'avais invité à parler de la légitimité et que c'était ça qui revenait. En fait, tu disais qu'il y avait des professionnels de santé depuis 40 ans. Bon, ben moi, j'ai eu 70 ans et je suis médecin. Donc, je suis médecin depuis l'âge de, je sais plus, 24 ans, je crois, parce que j'étais un peu précoce. Et donc, j'ai cette part de moi qui ne se sent pas légitime et qui m'accompagne et dont j'ai une conscience de plus en plus importante que je ressens dans mon corps surgir au travers de certaines manifestations. Donc, ça me permet de la reconnaître et du coup d'avoir une relation avec elle qui est de plus en plus, on va dire, fluide en disant, ben, ouais, ok. En même temps, effectivement, cette part qui ne se sent pas légitime m'a invité aussi à sortir beaucoup plus de niaque et d'énergie dans la vie. C'est pas que du négatif, mais bon, de temps en temps, c'est un côté un peu paralysant. Et, euh, et, c'est que des histoires en fait. C'est vraiment que des histoires. C'est bon, c'est effectivement c'est lié à ma petite enfance parce que tout a commencé à cet endroit-là. Mais ce que je me raconte comme histoire, c'est que j'ai eu le bac en 70 alors qu'on le donnait à tout le monde, donc il valait rien, que suis rentrée en deuxième année de médecine juste l'année avant le concours, donc ça vaut rien. Enfin, vous voyez, puis je peux continuer comme ça. Et en fait, dans ma vie, j'ai exercé des choses. C'est ça le paradoxe qui est assez incroyable, c'est que bah, j'ai eu des très grosses responsabilités dans mes postes que j'ai occupés, même au niveau national. Et que là, la question de la légitimité ne se posait absolument pas, quoi. C'était quelque chose qui coulait de source, mais il y avait un endroit lié à la pratique médicale et euh, plus dans la relation duel, on va dire, ou dans l'affirmation des connaissances. C'est plus à ce niveau-là, voilà, qu'il y a quelque chose d'un petit peu sensible à l'intérieur de moi. Mais voilà, je sais pas si c'est ça que... J'aime beaucoup, Nicole, t'écouter. Et je pense qu'on arrive à nous rendre compte que il y a la critique intérieure et puis il y a la voix de la sagesse et de l'intelligence derrière la vie aussi, qui nous Oui. soutient. Hein? Ah oui, on n'a pas le choix en fait. Il se passe ce qui se passe et la vie est très, très fine pour nous apporter des situations adaptées. Ouais. Si je passe, c'est ça, Jennifer, que tu Ah veux. oui, c'est magnifique. Merci. Xavier? Xavier. En écoutant Nicole, j'avais une question. Est-ce que ça a un rapport avec la maturité? Hmm. Est-ce que quand on se sent plus mûr, forcément, on a moins de problèmes justement avec ce critique intérieur par rapport à certaines tâches, hein, parce qu'effectivement, comme Nicole le décrivait très bien, ça pouvait être en rapport avec des responsabilités importantes et puis ce rapport à la médecine qu'elle décrivait. Mais est-ce que, parce que la maturité, ça rapporte, ça ramène aussi l'enfance. Et, euh, et moi, ce qu'on m'a jamais dit, c'est qu'à 50 ans, en fait, parfois, on se sentait aussi jeune et, excusez-moi du terme, aussi con qu'à 20 ans. Hmm. Donc, est-ce qu'il y a ce rapport-là ou pas, à cette maturité? Ou est-ce que je me raconte des histoires? Ah, c'est très intéressant. Je sais pas, je me permets de répondre. Ouais. En fait, il y a ce côté enfant qui est toujours là,
ça c'est sûr. Euh, Moi, je pensais pas que ça me ferait quelque chose de passer les 70, mais ça m'a fait quelque chose. Euh, Quand même, ça a allégé. Et en réponse à ta question, il y a euh, c'est intéressant, c'est moins d'attachement. C'est-à-dire que l'ego réussit plus à se réorganiser plus facilement. Il y a moins d'attachement à des traits qui sont relatifs à des histoires du passé, mais il y a comme quelque chose qui est relatif à, à... En fait, pour moi, c'est comme un peu relatif au futur plus qu'au passé. C'est que la question de terminer la vie, euh, euh, c'est relativisé, c'est le mot qui me vient. Je sais pas, enfin, j'ai pas encore vraiment parlé de ça pour l'instant. C'est quelque chose que je ressens, je commence à ressentir à l'intérieur. Il y a, il y a quelque chose qui relativise. Donc, il y a quelque chose qui est plus léger et en même temps qui est plus profond, je dirais. Parce que la notion de la mort qui s'approche est en fait pour moi beaucoup plus présente, mais sans que ce soit stressant non plus. C'est juste comme quelque chose qui devient plus important et d'autres choses qui sont moins importantes. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais Moins attaché aux conséquences, hein, oui, 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 mais surtout moins d'attachement à des comportements. Je veux lâcher ça, ça n'en a vraiment rien à faire, quoi. C'est relativisé. Enfin, c'est quelque chose qui me paraissait une montagne encore il y a 2 ans, ben, me semble plus léger aujourd'hui. Il y a une image qui m'envahit de plus en plus, c'est qu'on arrive sur Terre tout nu, on va repartir tout nu. Donc, autant s'alléger de tous les poids qu'on a, de tous les habits qu'on a vêtus depuis notre enfance. Allez, là, on est en train de les retirer, quoi. Mm. Ben voilà, ça fait un peu. Je voudrais répondre, Xavier, si tu permets, je voudrais parler de cette intelligence derrière la vie ou voie de la sagesse, si vous voulez. On pense traditionnellement que la sagesse vient avec l'âge, et Sydney Banks a retourné l'idée, il a fait la pirouette parce que pour lui, et je suis tout à fait d'accord, euh, la sagesse ne vient pas avec l'âge. Et je l'ai observé chez mes enfants petits, que c'est pas une question de... Il y a parfois un enfant qui a l'intelligence et c'est pas appris, c'est pas acquis, c'est inné. Et donc c'est relatif. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Jennifer, et c'est vraiment une des choses les plus précieuses que m'ont appris, notamment les trois principes et toute la spiritualité qui va derrière. C'est que, en fait, on est l'expression de quelque chose et on a cette sagesse innée et tout le monde en a la même dose. La seule différence, c'est que nos expériences nous conditionnent et fabriquent une sorte de couche qu'il faut défaire. Et tout à l'heure, tu parlais du mot maturité, Xavier. Et pour moi, la maturité telle que je l'expérimente moi, c'est drôle que Nicole ait parlé, on part tout nu, mais c'est comme un déshabillage. Je me rends compte à quel point j'ai été habillé par mes conditionnements. Et que ce que j'ai l'impression de faire depuis que j'ai eu cette chance d'avoir accès à cette compréhension, c'est que je défais le conditionnement. Et derrière le conditionnement, qu'est-ce que je découvre? Je découvre de la paix.
et de la sérénité. Mais tu vois, quand tu parlais tout à l'heure, Nicole, tu disais, je m'approche de la mort, mais on ne sait jamais à quelle distance on est de la mort, jamais. Toute notre vie, on ne sait pas. Et la pensée de la mort, bon, là, les stoïciens, ils étaient forts pour nous raconter ça, mais la pensée de la mort, si on l'avait tout le temps, y compris quand on a 20 ans, 21, 25, 30, si on se disait qu'on va mourir demain, on l'aurait d'une certaine manière, cette sérénité-là, parce que, en fait, c'est la vérité. Mais il y a une pensée qui est conditionnée et qui fait que on se dit, ah ben non, je vais vivre vieux. Bon, parce Oublié. que il y a une pensée qui s'appelle la durée de vie des humains. Et on pense que, mais peut-être que ça sera terminé demain, et tu as 14 ans ou tu as 30 ans, et c'est exactement la même chose, en fait. Mais là aussi, la compréhension des trois principes, le fait que tout, absolument tout est conditionné, notre expérience est conditionnée par nos pensées, vraiment totalement. Imagine que ce soit quelque chose. Moi, j'essaye de faire cette espèce d'exercice parfois, de me dire qu'est-ce que ça aurait changé si j'avais su ça quand j'avais 25 ans, ou si j'avais 30 ans. Et puis rapidement, je m'en fous. De toute façon, ce qui compte, c'est que je l'ai maintenant. Parce qu'il n'y a que maintenant. Et je ne suis pas très loin derrière toi, tu sais, donc au niveau de. Donc, j'ai moi aussi cette espèce de vague sensation que j'arrive vers quelque chose qui ressemble à la fin. Et en même temps, quand je fais aussi l'expérience d'être dans l'instant et de me dire, mais il n'y a que ça, il y a toujours eu que ça. Et tout le reste est des histoires, en fait. Et ça c'est une des choses qui me. C'est peut-être ça la maturité. Je ne sais pas, mais je pense avec Jennifer qu'on peut avoir la maturité à 7 ans, ou même à 8 mois. J'étais avec ma petite fille encore hier, qui a 8 mois. Et je vois la sagesse qu'il y a. C'est évidemment pas elle, ça peut pas être une sagesse personnelle. C'est comment l'univers s'exprime à travers ça, cette vie. Et elle sait déjà ce qu'il faut qu'elle fasse, comment elle exprime ses émotions, etc. Mhm. Ouais, je suis tout à fait d'accord en fait. Ce que je cherche à exprimer, c'est exactement ça, c'est que on s'habille de réactivité et à un moment donné, on se déshabille C'est ça. et les choses deviennent plus vraies. La sagesse est toujours là à l'intérieur, sauf que quand on a, enfin moi, à 30 ans, j'avais qu'un projet, c'était partir en bateau. J'ai tout fait pour le faire, je l'ai fait. Et voilà, j'imaginais pas. Enfin, c'est un exemple. Et j'étais complètement identifiée à la personne qui avait ce projet-là. Et il fallait que ça se fasse, quoi. Et, 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 et là, j'observe que ben, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis enfin, on va dire des années, et que bon, on a des étapes dans la vie, et puis voilà, c'en était une pour moi. Et j'ai, il y a une calligraphie du fondateur de l'aïkido qui fait comme un cercle en haut, puis pouf, qui tombe comme ça. Et elle est traduite par vie aussi intensément que si tu allais mourir dans la seconde qui suit. C'est-à-dire vraiment être là dans le présent, quoi. C'est exactement ce que tu viens de dire. Enfin, c'est pour Ouais, ouais. corroborer ce que tu dis. Hmm. Eh bien, ça y est, on est arrivé à l'heure, ça passe trop vite tout ça. Est-ce que Jennifer, tu nous. Non, je crois que Ah, ce ça, que dit Nicole c'est va magnifique. être le mot de la fin. Hmm. Magnifique. Merci. Ben, c'est le moment de vous dire merci à tous, toutes d'être venus, d'avoir participé avec nous à ce webinaire. Donc, on en organise un, comme vous le savez, peut-être sans doute que toutes les 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, il y en aura certainement un autre. On n'a pas encore, j'ai pas encore les infos. Peut-être que Jasmine se souvient, mais je ne sais plus. Je sais juste qu'à la fin du mois d'octobre, on aura la chance d'avoir Robin Charbit à nouveau. Donc, je l'appelle une sommité des trois principes anglophones, mais il parle français. Lui, il est dans les trois principes depuis très longtemps. Et c'est une voix, je trouve, assez fantastique. Et c'est toujours magnifique de partager, enfin, et d'échanger avec lui et de lui poser des questions et d'écouter ses réponses. Et ça sera le 26 octobre. Mais d'ici là, il y en aura sans doute un autre. C'est Et tout. le 26 ou le 26 octobre, je 26 crois. octobre? 6 octobre. 26 octobre.
Mais il y en Ouais, a ben, certainement le deuxième jeudi d'octobre, mais je ne ouais, l'ai pas non, fait. on l'a pas créé encore, mais on va vous annoncer ça à travers le groupe. On va vous l'annoncer. En tout cas, merci encore, merci à tous. Et puis, bon, vous retrouverez cet enregistrement sur la chaîne des 3P Francophonie. Alors, il va être un peu bizarre parce que le début, ce sera une image fixe avec juste du son. Et puis, au moment où Jasmine est arrivée, hop, c'est devenu quelque chose de vivant. Merci encore. Et puis, on Merci. va vous retrouver au prochain webinaire. Et d'ici là, portez-vous le mieux que vous pourrez. À bientôt. À bientôt. Merci, Un grand merci à vous. merci. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.